sur la gestion publique locale qui rassemble des collectivités, à la fois élues et services, des entreprises qui travaillent avec les collectivités et des universitaires, experts qui réfléchissent aux transformations territoriales notamment. Et on essaye de travailler à la fois sur des sujets nationaux et sur des questions européennes. On se réunit de temps en temps ici, dans ces beaux lieux qui a l'amabilité de nous héberger de temps en temps. Voilà, donc les débats vont être enregistrés, ils sont suivis en direct sur la chaîne YouTube du Cercle Colbert. Et voilà, nous accueillons ce soir M. Costa qui se partage son temps entre Bordeaux et Bruges et qui Emmanuel va présenter. Merci beaucoup, Henri. Donc oui, quelques éléments biographiques avant de laisser la parole à notre intervenant ce soir. Olivier Costa, vous êtes politologue français. Vous avez poursuivi vos études à Sciences Po Strasbourg, issu du même moule, puis à l'université Paris 8, où vous avez consacré votre thèse de doctorat de sciences politiques à la délibération du Parlement européen. Vous avez ensuite été chercheur post-doctorant à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, et vous êtes entré au CNRS en 1999. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po Paris depuis janvier 2021, après avoir passé plus de 20 ans au Centre Émile Durkheim de l'IEP de Bordeaux. Vous êtes aussi depuis septembre 2013 directeur du département d'études politiques et de gouvernance européenne au Collège d'Europe à Bruges. Vous allez nous quitter tout à l'heure pour vous rendre d'ailleurs à Bruges. Vos recherches portent notamment sur le système institutionnel de l'Union européenne, la question démocratique de l'Union, qui nous retiendra ce soir en l'occurrence, et sur la représentation parlementaire et la représentation d'intérêts en Europe. Vous avez publié une dizaine de livres et dirigé une vingtaine d'ouvrages, de numéros spéciaux de revues. Vous êtes l'auteur de quelques 60 articles, dont des revues à comité de lecture et 70 chapitres, des ouvrages collectifs. Je précise aussi, même si au demeurant ça n'a rien à voir avec ce qui précède, que vous êtes par ailleurs passionné par les voitures anciennes. Vous avez d'ailleurs publié cette année un livre d'art, un recueil de 60 dessins commentés qui s'appelle Trésor automobile du XXe siècle. Et vous y tenez beaucoup puisque vous ne vous séparez jamais d'un exemplaire de cet ouvrage, publié aux éditions Biblioman en 2022. Donc juste encore quelques mots sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, sans vouloir bien entendu déflorer le sujet. Celle-ci a été lancée en mai 2021 et après un an de travail à un rythme soutenu, ces conclusions ont été présentées le 9 mai dernier à l'occasion de la journée de l'Europe et alors que la France présidait le Conseil de l'Union européenne. Nous avions d'ailleurs reçu ici même, en pleine présidence de l'Union européenne, certains d'entre vous s'en souviennent, le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, Xavier Lapère de Cabane. Je précise que ce travail a été collégial et que ces recommandations ont été faites à l'issue d'un processus participatif incluant des milliers de personnes, dont plus de 800 citoyens tirés au sort. Il en a découlé quelques 49 propositions et 325 mesures concrètes pour une Europe plus souveraine, plus démocratique et plus sociale. Certaines nécessitant d'ailleurs la révision des traités. Emmanuel Macron et le Parlement européen en ont donc appelé à la constitution d'une convention avancée composée de représentants des institutions européennes et des parlements nationaux à cette fin. En parallèle, les institutions européennes, chacune sur leur périmètre, doivent examiner les voies possibles afin de les mettre en œuvre et présenter leurs recommandations à l'automne. Voilà, je n'en dirai pas plus sur la conférence sur l'Europe. Et je donne tout de suite la parole à Olivier Costa. Peut-être un mot avant le début sur d'abord le déroulé, 20-25 minutes, et puis on garde presque autant de temps pour la discussion. Vous pouvez préparer dès maintenant vos questions. Puis une petite annonce, un peu pour donner une idée des événements qu'on organise en collaboration avec les anciens de Sciences Po Strasbourg, le Cercle Colbert. C'est tout frais, c'était décidé ce matin. Nous allons organiser début de l'année, on vous communiquera la date dès que possible, un débat à la Fondation Jean Jaurès sur le travail. Comment recrutement, comment fidéliser, recruter les jeunes aujourd'hui à l'heure où la représentation du travail dans la population en général et chez les jeunes en particulier a évolué.
et ce qui permet aussi de croiser un autre élément qui est très important de la jeune génération, c'est la préoccupation climatique. Voilà, donc si on croise les deux, avec les évolutions de la société et les évolutions qui ont été accélérées par la crise sanitaire, voilà, donc ce sera un débat entre un DRH, le DRH de Suez, et Jérémy Pelletier, qui est le directeur des études de la Fondation Jaurès. Et la Fondation a beaucoup travaillé à la fois sur le climat. Ils ont publié ce matin une étude auprès des 27 pays de l'Union européenne et de plus Royaume-Uni, Chine, États-Unis sur la représentation dans la population de l'urgence climatique. Et en même temps, ils ont publié il y a 2 jours, mardi, une étude sur la génération éco-anxieuse. Je parle de la génération militante climatique, c'est l'angle le plus négatif, enfin, le plus négatif, l'éco-anxiété de la jeune génération. Voilà. Ça, ce sont des sujets qui restent des sujets européens, et je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci cher Henri, cher Emmanuel pour l'invitation. En fait, c'est la première fois que je participe à une activité des anciens de Sciences Po Strasbourg, alors que pourtant je suis un de ceux qui suis resté le plus longtemps, puisque je suis resté 10 ans dans cette maison, puisque j'ai enchaîné ma scolarité et un DEA, et ensuite j'ai fait ma thèse et j'étais assistant pendant 5 ans à Sciences Po Strasbourg. Donc sur mon actualité, je prépare toute une série d'ouvrages, dont un sur la conférence sur l'avenir de l'Union, que je vais écrire avec une collègue juriste, Florence Chaltiel. Je viens de publier un livre sur la politique extérieure de l'Union européenne. J'en ai un qui sort le mois prochain sur l'état de l'Union après le Covid. On en prépare un autre sur les présidences tournantes du Conseil, mais celui dont je suis le plus fier, c'est mon livre de dessin en voiture, parce que les autres, je m'en fiche pas mal s'ils se vendent ou pas, mais celui-là, s'ils se vendent pas, j'aurais pas le droit d'en faire un second. Faites le truc. Les Français sont toujours mal à l'aise avec les gens, les multitalents. Oui, ça très bien, sur des personnalités. Je fais partie de ces gens qui, pendant le Covid, ont fait de drôles de choses. Je me suis remis à dessiner, ce que j'avais pas fait depuis 25 ans, et voilà, ça s'est fini avec un bouquin. Alors, on est là pour parler de la conférence sur l'avenir de l'Union, que j'ai bien suivi parce que j'ai tout de suite envisagé d'écrire ce livre sur cet événement, parce que j'étais aussi sollicité à l'époque comme expert, parce que la conférence elle-même a été organisée par 5 boîtes de consultants spécialistes dans l'organisation d'événements délibératifs, dont une boîte française, qui a consulté les experts pour essayer de savoir comment s'y prendre, parce que c'est un exercice tout à fait inédit. Faire de la délibération, ça se fait pas comme ça, mais l'organiser à l'échelle supranationale, ça s'était absolument jamais fait. Donc la commission a embauché 5 sociétés qui sont spécialistes dans ça. Mission Publique en France, qui est une grosse boîte qui organise beaucoup d'activités de ce type-là et qui avait une forme de leadership. Et donc j'ai pu voir de l'intérieur à quel point c'était chaotique. D'ailleurs, à un moment, j'ai refusé de continuer à aller aux réunions parce que tout ça avait l'air d'être tellement approximatif que, d'une certaine manière, j'avais pas envie d'être impliqué là-dedans. Enfin, je leur jetais pas la pierre, mais tout était très compliqué. Il y avait des tensions institutionnelles extrêmes entre les différentes institutions européennes pour savoir comment les choses allaient se passer, puisque chacun voulait garder la main sur l'affaire. Et les gens qui organisaient concrètement la conférence étaient un petit peu pris dans tout ça. Alors, pourquoi d'abord on a fait une conférence sur l'avenir de l'Union? Alors, ça a été lancé au terme d'une réflexion des leaders des institutions européennes et des leaders nationaux sur une sorte d'épuisement démocratique de l'Union européenne qui n'arrivait plus à construire la confiance des citoyens, qui n'avait plus de cap. Et on a eu un certain nombre d'exercices réussis de délibération dans un certain nombre d'États. En Suisse, évidemment, ils en ont l'habitude, mais on connaît tous l'exemple irlandais ou l'exemple islandais. La France en avait fait aussi quelques-uns. Il y a eu la Convention sur le climat, il y a eu celle qui a suivi les Gilets jaunes. Peut-être que ce sont des exemples moins heureux. Les Finlandais aussi avaient les choses, et donc l'idée était de répliquer le dispositif à l'échelle européenne. Il y avait un rôle très important d'Emmanuel Macron dans cette affaire, parce que lui imaginait une séquence de lancement d'une conférence sur l'avenir de l'Union, quelque chose de délibératif, en mai 2020, qui se terminerait fin 2021 et qui permettrait à la présidence française du premier semestre 2022 de ramasser les bénéfices de tout ça et de faire un certain nombre de propositions. Alors ça n'a pas marché parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. La conférence a pris 1 an de retard, donc elle a été lancée en mai 2021. Macron a fait pression autant qu'il a pu pour que ça se finisse encore sous présidence française, soit en mai 2022, mais il était trop tard d'une certaine manière pour embrayer avec tout ça, et c'est pour ça que les choses restent un petit peu en suspens pour l'instant. Donc,
Le raisonnement à la base, c'est de dire que d'une certaine manière, l'Union européenne a beaucoup de mal à se légitimer par la participation. Vous savez, un système politique peut se légitimer de 3 façons: par la participation des citoyens, par la satisfaction qu'on procure aux citoyens parce qu'on va assurer l'ordre public, des politiques sociales, des routes, des lycées et protéger les citoyens des agressions extérieures, et ensuite par les vertus mêmes du système. Le système fonctionne bien, il y a les checks and balances, etc., et les citoyens ont confiance dans ce système. Le problème de l'Union, c'est qu'à la base, c'est un système qui se légitime essentiellement par les produits de ces politiques: assurer la paix, assurer la sécurité, la reconstruction, faire la PAC, etc., gérer le commerce international, etc., et par les propres vertus de son fonctionnement, même si les gens ne comprennent rien, l'idée qu'il y a plein d'institutions qui se contrôlent les unes les autres. Mais pour ce qui concerne la participation, ça a toujours été relativement limité. Alors, on a les élections européennes avec les limites que vous connaissez, on a la représentation des États au sein du Conseil et du Conseil européen, mais bon, c'est plus vraiment de la représentation. La Commission organise depuis 40 ans maintenant des eurobaromètres pour essayer de savoir, les sondages tous les 6 mois, essayer de savoir ce que veulent les citoyens. Bien entendu, il y a des mouvements sociaux qui se mobilisent vis-à-vis de l'Union européenne, il y a des organisations de la société civile qui sont actives à Bruxelles, mais tout ça ne permet pas vraiment aux institutions, aux gens des institutions, de savoir ce que veulent les citoyens, hormis de mesurer une forme d'insatisfaction qui se traduit électoralement par le succès des partis populistes un peu dans tous les pays européens. Alors il y a aussi un certain nombre de droits qu'ont les citoyens européens et qui sont censés leur favoriser une forme d'accès aux institutions européennes, accéder aux documents, pouvoir envoyer des pétitions au Parlement européen, participer aux consultations publiques de la Commission européenne et du Parlement européen, saisir le médiateur, saisir la Commission, se plaindre du non-respect du droit européen, agir devant la Cour de justice. Le dernier instrument, c'était les initiatives citoyennes européennes. Vous avez la possibilité pour 1 million de citoyens de demander à l'Union d'agir dans tel ou tel sens. Mais si on fait le bilan de tous ces outils, ce sont des outils qui sont mal connus par les citoyens, qui sont très peu utilisés. Il y a une grande inégalité d'accès des citoyens à ces outils, et d'une manière générale, ces outils qui sont surtout mobilisés par des gens qui savent, par des lobbyistes, par des gens dans les partis politiques, dans quelques ONG, et ce ne sont pas vraiment des éléments d'interaction entre les institutions et les citoyens. Et les citoyens, ils sont d'ailleurs faiblement réactifs, avec toujours l'idée que c'est toujours eux-mêmes qui demandent les mêmes choses et qu'on n'a pas à s'en soucier. Un autre problème auquel a été confrontée l'Union européenne, c'est une forme d'épuisement sur la réflexion sur son avenir. On sait qu'aujourd'hui, si on fait une conférence intergouvernementale pour réformer les traités, on n'arrivera à rien, parce qu'au bout de 5 minutes, on va s'apercevoir que personne ne s'entend sur rien. Alors on a inventé le système de la convention, qu'on avait expérimenté en 2002-2003, mais même là, on se doute bien que si on fait une convention qui est quand même très institutionnelle, parce qu'on fait siéger des représentants des institutions européennes, des gouvernements, des parlements, on ne va pas aller très loin. Et donc l'idée, c'était d'arriver à dépasser un petit peu cette logique de réflexion à plus petit dénominateur commun, et de faire participer le grand public et des gens qui ont peut-être toutes sortes d'idées sur l'avenir de l'Union dans un exercice beaucoup plus libre, pour trouver de nouvelles idées, mais aussi pour relégitimer l'Union européenne, la reconnecter aux citoyens européens, pour casser peut-être l'image que l'Union européenne a acquis à l'issue de la crise financière, celle d'une institution porteuse d'austérité. Alors en France, on n'a pas tellement vécu, mais dans les pays du Sud, en Espagne, en Grèce, au Portugal, en Italie ou même en Irlande, ça a été désastreux pour l'image de l'Union, qui était perçue comme le grand méchant loup qui empêche de faire des politiques sociales et d'embaucher des fonctionnaires. Donc la stratégie, c'était un petit peu d'essayer de faire bouger les lignes avec cette conférence, avec Macron en embuscade, qui entendait essayer de s'en servir pour proposer des changements. Alors concrètement, comment ça s'est passé ? Il y avait 4 composantes dans cette conférence sur l'avenir de l'Union. Il y avait tout d'abord une plateforme Internet multilingue où n'importe quel citoyen pouvait aller écrire des propositions ou débattre avec d'autres citoyens d'un certain nombre de thèmes. C'était une plateforme qui était très bien faite, qui fonctionnait dans les 24 langues avec des systèmes de traduction automatiques et qui a eu un certain succès. Deuxième composante, toutes sortes d'événements locaux qui ont été organisés dans les 27 États européens, des milliers d'événements, des conférences par exemple comme celle-ci auraient pu avoir un label conférence sur l'avenir de l'Union. Il y a eu aussi des panels de citoyens délibératifs et des choses comme ça. Troisième composante, c'est les 4 panels thématiques dont a parlé Emmanuel. 4 panels composés de 200 citoyens tirés au sort dans l'Europe entière et qui ont été appelés à délibérer sur des thématiques. Alors ces panels étaient faiblement thématisés.
et les 200 citoyens qui étaient impliqués dans chaque panel se sont rencontrés 3 fois. 2 fois de manière physique dans diverses villes européennes pendant 2 jours, et 1 fois de manière virtuelle. Et donc l'idée, c'était que ces panels réfléchissent de manière très ouverte. 1 tiers de jeunes de moins de 25 ans dans ces panels, c'était important. Enfin, 4e composante de cette conférence, c'est la conférence plénière elle-même, un organe plus institutionnel, où il y avait des représentants des institutions européennes, des gouvernements, mais aussi des représentants des panels de citoyens. Ça a été quelque chose qui a été beaucoup débattu quand j'étais dans ces instances où on réfléchissait. Moi, j'ai toujours insisté en disant il faut absolument qu'on ait une logique descendante dans cette affaire, c'est-à-dire la plateforme qui nourrit les événements locaux, qui nourrit les panels de citoyens, qui vient nourrir la conférence, pour éviter qu'on se retrouve dans un dispositif où ce qui compte, c'est la conférence, où finalement les institutions européennes vont essayer de s'arranger entre elles et tout le reste n'est qu'un décor. Et de ce point de vue-là, la conférence a fonctionné de manière satisfaisante parce qu'il y avait vraiment l'idée d'un relais des instances des unes vers les autres et d'une conférence plénière qui, à la fin, a vraiment travaillé sur la base des propositions des panels de citoyens, ce qui n'était vraiment pas gagné. Alors, quel bilan on peut tirer de toute cette affaire ? La plateforme a marché pas mal parce qu'en l'espace de 1 an, il y a eu 750 000 contributions, 5 millions de visiteurs uniques, 750 000 contributions, c'est vraiment pas rien, c'est tout à fait inédit. 18 000 idées ont été discutées sur cette plateforme. Il y a eu par ailleurs 6 500 événements locaux qui ont été labellisés au titre de la conférence. Et ensuite, il y a eu donc les panels de citoyens et la conférence finale. Et la conférence finale a travaillé selon 9 groupes thématiques sur les grandes politiques, la santé, le changement climatique, etc. etc. À l'issue de tout ce processus de délibération qui a duré 1 an, ça a été dit par Emmanuel, il y a eu 49 propositions claires qui ont été faites au président des institutions et un rapport final qui fait 350 pages dans lequel on détaille 326 mesures qui ont été proposées, soit par les panels de citoyens, soit par la conférence finale. Et ce sont des mesures qui peuvent être très générales, comme les États membres devraient améliorer l'apprentissage des langues dès les plus petites classes, ou alors très spécifiques, on devrait améliorer le bien-être animal par la révision de telle et telle directive sur le transport des animaux de boucherie, etc. Donc il y a vraiment de la matière qui a été donnée aux institutions européennes, avec l'idée qu'il y ait des réactions, mais à différents niveaux. Il y a des réactions qui peuvent se situer au niveau de la pratique des institutions, des recommandations pour faire fonctionner les institutions autrement. Il y a des recommandations qui sont d'un ordre législatif, soit pour les États membres, soit pour les institutions de l'Union, on va leur demander d'adopter tel ou tel texte, ou de changer telle ou telle politique. Et il y a des choses qui sont d'ordre constitutionnel, où c'est un encouragement à changer les traités pour créer de nouvelles compétences ou modifier le fonctionnement des institutions. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une réussite ou pas ? Alors là, on a une littérature qui est assez abondante sur ces exercices délibératifs et qui a identifié un petit peu les conditions dans lesquelles un exercice délibératif de ce type peut servir à quelque chose. Il y a 5 conditions qui ont été identifiées. Premièrement, les choses doivent être correctement organisées. On n'organise pas la délibération de panels de citoyens comme ça, il ne suffit pas de mettre 200 personnes dans une salle et de les faire débattre. Très vite, ça donne n'importe quoi. Vous avez tous assisté à des exercices délibératifs du type conseil de quartier, etc., etc. Et on voit très bien que c'est des histoires de lampadaires qui ne sont pas allumés, de choses comme ça, qu'il est très difficile de faire monter les débats en généralité. Et donc, la condition, c'est qu'effectivement, il y ait des spécialistes qui viennent organiser les choses là, et que aussi des experts soient mis à contribution des citoyens pour que lorsqu'ils débattent, par exemple, de la politique commerciale de l'Union européenne, plutôt que de raconter n'importe quoi, on leur explique d'abord de quoi elle est faite, et ensuite, il peut y avoir un point de vue informé sur cette question. Deuxième condition, il faut que les participants soient tirés au sort pour qu'ils soient représentatifs de la société. Troisième condition, il faut que la délibération se fasse sur 1 ou 2 sujets très précis, la peine de mort, le droit à l'avortement, l'interdiction des voitures, que sais-je, pour que ça mène à quelque chose. Quatrième condition, il faut que ce soit des sujets qui font l'objet d'un blocage dans les institutions, d'un blocage dans l'opinion publique, que d'une certaine manière l'exercice délibératif soit là pour surmonter. Dernière condition, il faut que cet exercice délibératif s'articule à un débat beaucoup plus large dans la société, pour que d'une certaine manière ça ait du sens, et que les citoyens lambda qui n'ont pas été dans les panels reconnaissent la légitimité de l'exercice. Alors si on applique ces critères à la conférence sur l'avenir de l'Union, sur l'organisation, globalement oui, ça a été bien organisé. Les participants ont été tirés au sort, mais alors ils sont tirés au sort sur les listes électorales comme le sont les jurés d'assises, sauf qu'il n'y avait aucune obligation à participer. Donc là, il y a quand même un biais,
sont venus, se sont mis en congé des gens qui étaient suffisamment intéressés pour y aller. Il n'y avait pas de rémunération possible de gens qui avaient été tirés au sort et qui n'avaient pas les moyens d'assister, de se déplacer. Tout était payé, ils étaient indemnisés aussi dans le cadre de leur travail, restaient suffisamment motivés pour aller expliquer à son employeur, je vais partir 2 jours à Varsovie pour aller participer à ces choses-là, c'est pas forcément facile. Mais les gens étaient défrayés, de sorte qu'a priori les conditions socio-économiques ne jouent pas, mais après il y avait quand même une question de motivation et d'intérêt. Qui a envie d'aller perdre 6 jours à délibérer de l'avenir de l'Europe? Et donc là, il y a forcément, probablement des gens qui étaient plus intéressés par l'Union européenne que la moyenne des citoyens. Troisième condition, c'est le nombre de sujets limité. Là, on n'y était pas du tout, puisque la conférence pouvait examiner n'importe quel sujet. Alors c'était un peu thématisé, les 4 panels avec des thématiques, mais quand même c'était un peu ramasse-tout. Quatrième critère, le fait que ce soit les sujets bloqués dans les institutions, c'est pas vraiment le cas. Négocier au niveau européen aujourd'hui c'est compliqué, mais on va dire qu'il y avait un blocage insurmontable. Et alors, 5e condition, que ça soit lié à un vrai débat dans la société civile, pas vraiment, puisqu'on a quand même assez peu entendu parler. Donc d'un point de vue strictement théorique, les conditions ne sont pas remplies pour que cette conférence sur l'avenir de l'Union produise réellement un effet, comme ça a pu être le cas en Irlande, comme ça a pu être le cas en Islande, quand on réfléchit à des grands enjeux sur la société, la constitution, etc. Ensuite, échec ou succès, si on se place à un niveau plus intuitif, ça dépend vraiment de son point de vue. Il n'y a pas de précédent, et il n'y a pas d'équivalent. Donc dire que la conférence sur l'avenir de l'Union a été un échec ou un succès, c'est un peu difficile. Alors on peut dire effectivement que personne n'a entendu parler de la conférence sur l'avenir de l'Union, on n'a pas parlé à la télé, on a un peu parlé dans la presse, et que ça n'a pas mobilisé les foules et suscité un folle intérêt. Mais d'un autre côté, on peut aussi dire que la délibération a fonctionné, que ces panels de citoyens ont réussi à produire une délibération intelligible et qu'à la fin, on a 325 propositions tout à fait concrètes et pas idiotes du tout, parce qu'on a déjà eu des activités délibératives de ce type qui ont été organisées dans d'autres cadres, et ça donne n'importe quoi. Ça donne des gens qui vont proposer « Ah, mais il faudrait que l'Union européenne ait un commerce international, une politique unique. » Oui, mais ça, c'est déjà le cas. « Ah, mais il faudrait que l'Union fasse ceci, cela. » Oui, mais là, elle n'a pas les compétences. Donc là, on a quand même des choses qui tiennent la route, et quand on lit le rapport, il n'y a rien d'agaçant à lire ce rapport, parce que les choses sont bien expliquées, avec à chaque fois une justification. Pourquoi nous proposons ceci? Alors, sur le bilan, c'est difficile de le dresser. Quelles sont les perspectives maintenant pour cette conférence? Alors, ça a été dit, immédiatement, le Parlement européen, dès que la conférence a été finie le 9 mai 2022, le Parlement européen a sauté sur l'occasion en disant « Nous demandons la réunion d'une convention en vue de la révision des traités ». Le Parlement européen s'y préparait. Il y avait toute une stratégie qui était menée en sous-main du côté de la Commission des affaires constitutionnelles. Moi, j'étais aussi impliqué de ce côté-là, donc c'était rigolo de voir les uns et les autres essayer de monter comme ça des sortes de cabales pour arriver à leur fin. Emmanuel Macron a immédiatement soutenu l'idée d'une révision des traités aussi sur la base des propositions faites par la conférence sur l'avenir de l'Union, parce que c'est un puissant outil de légitimation que de dire on va réviser les traités, mais pas parce qu'on trouve que c'est beau, mais parce que les citoyens le demandent. Il y a eu un processus démocratique, il y a des propositions qui sont sur la table, c'est notre devoir de les prendre en considération et de modifier les traités en fonction de ça. Le problème, c'est que rien ne s'est passé depuis. Le Parlement européen a fait la demande formelle au Conseil de l'ouverture d'une convention. Normalement, le Conseil doit informer les parlements nationaux et transmettre au Conseil européen, et le Conseil européen doit se prononcer à la majorité qualifiée, ce qui rend la chose relativement simple. On se heurte même pas à la règle de l'unanimité, mais le Conseil s'est assis sur la proposition, on n'a pas transmis. Donc là, je pense que cette affaire va se devant la Cour de justice, parce que le Parlement européen va estimer que cette affaire, il y a carence à agir et que ça n'est pas correct. Les partis politiques se sont pas mal mobilisés. Du côté de la Commission, on a été beaux joueurs. Le 17 juin, un mois après la fin de la Convention, la Commission a publié une très épaisse communication où elle fait une évaluation détaillée de toutes les mesures qui ont été proposées et de ce qu'il convient de faire pour les suivre. Et la Commission a aussi dit qu'elle avait la volonté d'intégrer la démocratie participative de manière pérenne au fonctionnement des institutions européennes. La présidente de la Commission européenne a aussi soutenu la conférence. Quand elle a fait son discours sur l'état de l'Union le mois dernier, elle a reparlé de la conférence, elle a redit qu'il fallait changer les traités, et elle a dit à nouveau qu'elle allait institutionnaliser la conférence, ou au moins les panels de citoyens, comme un instrument de gouvernance européenne. Et maintenant, la prochaine étape, normalement, la Commission doit faire un retour d'information vis-à-vis des participants, c'est-à-dire réinviter les 800 citoyens
pour leur dire un petit peu ce qui va se passer. Alors, ils ont dit qu'ils feraient ça à l'automne 2022. J'ai pas encore eu d'informations sur ce qui allait se passer, donc ça a l'air compliqué. Partant de là, on a deux scénarios. Le premier scénario, c'est le statu quo. C'est toujours facile d'être pessimiste quand on parle des questions européennes. On peut dire effectivement que le Conseil, pour l'instant, s'est assis sur cette demande de réunion d'une convention. Les États membres, on le sait, sont divisés. Le contexte n'est pas bon. On a deux nouveaux gouvernements d'extrême droite qui siègent au Conseil européen. Et donc, le temps n'est a priori pas très favorable au lancement d'une réforme. Et même la présidente de la Commission semble un peu pessimiste, puisque la semaine dernière, elle a dit qu'en vue des élections européennes de 2024, il était très important que les États membres finissent de ratifier la réforme du mode de scrutin qui avait été décidée en 2018, parce qu'il y a encore 3 États qui n'y sont pas. Et elle n'a pas du tout parlé de toutes les propositions très ambitieuses qui ont été avancées par la conférence sur l'avenir de l'Union et reprises par le Parlement européen. Donc on a l'impression que Von der Leyen estime que d'ici 2024, il ne se passera rien, ce qui est quand même pas très encourageant. L'autre option, c'est qu'il se passe quelque chose qui est un sursaut fédéral. Moi, avec quelques amis, on avait écrit des tribunes et on a été parler aux gens des institutions en disant qu'il y avait une séquence à jouer. Je pense que c'est la séquence à laquelle Macron pensait quand il soutenait la conférence, de dire on fait la conférence, on poursuit par une convention pour réfléchir à la réforme des traités. Ensuite, on fait les élections européennes de 2024 et on focalise toute la campagne électorale sur faut-il ou ne faut-il pas réformer les traités. S'il y a de nouveau au Parlement européen une majorité, comme il y a actuellement, de gens favorables à une réforme des traités, on profite de cet élan démocratique pour dire voilà, les pro-européens ont gagné les élections européennes, maintenant on va ratifier cette réforme des traités, parce que la grande difficulté qu'on va avoir, c'est même si on arrive à avoir une convention de réforme des traités et un nouveau traité, on va se retrouver, comme c'est le cas depuis 30 ans, avec 1, 2, 3, 4 États qui n'en vont pas ratifier, parce qu'on va en revenir à des processus très nationaux de ratification des traités, on va se servir des référendums comme test de popularité pour le gouvernement et ce genre de choses-là. En articulant ça aux élections européennes, d'une certaine manière, on arrive à casser cette dimension nationale de la réforme et de dire que la ratification, d'une certaine manière, est commandée par le résultat des élections européennes. Si les pro-européens gagnent les élections européennes, ils donnent d'une certaine manière mandat au Parlement, au gouvernement, pour que la réforme des institutions se passe. Je pense que c'est encore jouable, la fenêtre est en train de se rétrécir beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui s'agitent à Bruxelles pour essayer d'aller dans cette direction. Alors, qu'on ait une réforme des traités ou qu'on n'en ait pas, c'est un problème. Il y a un autre aspect qui est assez intéressant, c'est que dans tous les cas, on va vers une institutionnalisation de cette conférence sur l'avenir de l'Union et une institutionnalisation des panels. Ça, la Commission l'a dit, elle va le faire. L'idée, c'est de garder des panels généralistes ou des panels beaucoup plus spécialisés qu'on puisse convoquer à chaque fois qu'on en a besoin, composés de gens qui sont tirés au sort sur des listes électorales, avec toujours un tiers de jeunes, et avec l'idée que systématiquement, quand on prépare une grande réforme, ou quand on prépare une initiative législative majeure, on fait toujours aujourd'hui des études d'impact, ça devient complètement standard depuis 15 ans, avec des conséquences du texte, etc., etc. Et que parmi ces études d'impact, il y ait, d'une certaine manière, ce rapport citoyen. Que pensent les citoyens de tout ça? Donc on va les consulter en amont du processus décisionnel pour que la proposition de la Commission intègre déjà ce point de vue des citoyens. Donc ça va être fait. L'autre chose qui va être faite, c'est un portail citoyen sur le modèle de la plateforme qui avait été mise en place, où n'importe quel citoyen pourra aller à n'importe quel moment débattre avec d'autres sur les questions européennes et faire entendre ça. Alors, pour conclure sur tout ça, la conférence sur l'avenir de l'Union, en tant qu'exercice délibératif, ne répond pas aux standards d'un exercice délibératif réussi comme on a pu les connaître, mais je pense qu'elle est quand même importante parce que d'abord elle vient répondre à un vrai besoin de légitimation de l'Union européenne. Plus personne à Bruxelles ne sait comment régler ce problème-là, comment expliquer que l'Union européenne n'est pas un complot des élites contre le peuple, etc., etc. Deuxièmement, cette conférence a quand même révélé l'intérêt des citoyens pour les questions européennes. Et c'est là que moi j'ai de l'espoir, parce qu'on dit sans cesse que les gens sont de plus en plus eurosceptiques, mais c'est pas vrai. Les partis eurosceptiques ont de plus en plus de succès. Mais il y a un désalignement entre les partis et leur électorat. On l'a bien vu à la faveur du Brexit. Tous les partis eurosceptiques en Europe qui préconisaient le Frexit, le German Six, etc., ont renoncé.
Le Rassemblement national en France regarde, on n'a jamais voulu sortir de l'Union, la Lega, on n'a jamais voulu sortir de l'euro, l'AfD en Allemagne a dit, mais nous non plus, on n'a jamais voulu sortir, parce qu'ils ont compris que leurs citoyens leurs électeurs n'étaient pas du tout prêts pour ça. Par ailleurs, on a quand même un regain d'intérêt pour les questions européennes qui est fort. On le voit dans les sondages, les gens sont à tel point que Martial Foucault, le directeur du CEVIPOF, qui est un spécialiste des élections, des études d'opinion, vient me voir la dernière fois, il me dit qu'est-ce qui se passe là dans les chiffres? On a plus 15% de Français qui trouvent que l'Union européenne c'est fantastique. Comment tu expliques ça? Je dis oui, parce que l'Union est en train de rendre des services très concrets. Elle nous protège de M. Poutine, nous a réglé la crise du Covid, elle fait un certain nombre de choses, et donc voilà, mécaniquement, les gens sont plus attachés. Il n'y a pas que ça. Si on regarde les résultats des élections européennes en 2019, 50% de participation aux élections européennes en Europe et d'ailleurs en France aussi, c'est plus 8 par rapport à 2014, c'est un sursaut majeur. Aujourd'hui en France, on vote nettement plus pour les européennes que pour les législatives. Les législatives, c'était 47% en 2017, 46% en 2022, 50% pour les européennes. Donc on dit toujours, le Parlement européen est mal élu. Oui, non, je ne sais pas, par rapport à quoi? Donc l'intérêt des citoyens pour les questions européennes est là. On voit aussi que les questions européennes deviennent centrales dans le fonctionnement des systèmes politiques nationaux. Toutes les recompositions du système politique français, on peut dire que c'est simplement la mise en évidence d'un clivage entre les pro-européens et les anti-européens. Emmanuel Macron casse en deux le PS et les Républicains en jouant là-dessus, en disant dans les deux familles, il y a les pro-européens et les anti-européens. Les pro-européens, venez avec moi. Les centristes de Bayrou, l'aile progressiste du PS et les modérés chez les Républicains, on est tous pro-européens et on va faire comme ça. Il a gagné 2 élections comme ça, et il a gagné d'une certaine manière les élections européennes aussi, et ça se passe de la même manière dans tous les pays. Aujourd'hui, la grande question en Italie, c'est est-ce que Mme Meloni est pro-européenne ou anti-européenne? Il n'y a pas d'autre question qui soit réellement importante. Et donc, il y a une forme d'émergence d'une logique fédérale dans le fonctionnement de l'Union européenne, ça va vous faire plaisir, disant que l'Union n'est plus simplement quelque chose qui rend des services, elle en rend. Mais les questions européennes sont aussi passées au filtre de trucs très politiques. Ça renvoie à des questions d'identité, ça renvoie à des questions de religion, ça renvoie à des grandes politiques. Qu'est-ce qu'on fait sur l'immigration? Qu'est-ce qu'on fait sur la politique de l'environnement? Qu'est-ce qu'on fait sur la politique de la défense? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de M. Poutine? Et donc, tout d'un coup, l'intégration européenne prend du sens pour les gens. Parce que le but, c'est pas simplement de savoir quelle va être la norme des chargeurs de téléphone. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait de la défense ou on n'en fait pas? Est-ce qu'on choisit l'environnement ou est-ce qu'on choisit la croissance? Qui sont des grandes questions. Donc, sur le projet européen lui-même, sur les traités, on peut penser qu'il y a des chances qu'il ne se passe pas grand-chose et que la conférence ne débouche pas directement sur la réforme des traités. Mais sur le mode de fonctionnement de l'Union européenne, là, il va se passer des choses. Donc, je l'ai dit, à minima, ces panels. Et ensuite, ces panels, voilà, il y a 2 options. Soit ça devient juste une modalité pratique du fonctionnement des institutions européennes, c'est-à-dire une condition de plus pour respecter les standards de la bonne gouvernance et personne n'est dupe, ou ça peut aussi devenir un vrai lieu où les citoyens arrivent à faire plier la Commission européenne en disant votre nouvelle norme, on ne la trouve pas intéressante, ou au lieu de vous occuper de ça, occupez-vous de ceci. Et là, pour l'instant, on rentre un petit peu dans une zone inconnue, et le rapport de force va aussi se lier à ça. Quelle va être la place concrète qu'on va donner à ces panels de citoyens dans l'élaboration des politiques de l'Union européenne. Et donc, dans tous les cas, ça va avoir un effet sur le système. Ça va permettre de réconcilier un peu l'Union européenne avec ses citoyens. Ça va permettre aux gens dans les institutions de mieux comprendre ce que veulent les citoyens. C'est excessivement difficile. C'est difficile quand on est député européen, ministre, commissaire. Que veulent les citoyens européens? Une fois qu'ils ont fini de râler, une fois qu'on a fini d'avoir un débat entre les fédéralistes et les eurosceptiques, qu'est-ce que les gens veulent? Et les panels aident à comprendre ce que les citoyens veulent effectivement, et ça améliorera aussi la perception que les citoyens ont du fonctionnement de l'Union européenne comme un système plus ouvert, plus responsable et plus démocratique en un sens. Merci beaucoup. D'entendre quelqu'un, un universitaire, quelqu'un qui est lié à l'Union européenne, qui ne parle pas la langue de l'Union. Non. Et qui parle clairement et qui décrit les enjeux tels qu'ils sont, tout en étant un Européen convaincu. Est-ce qu'il y a aussi des questions? Allez. Merci beaucoup pour votre exposé. On demande peut-être qui vous êtes et d'où vous parlez. Conseiller de l'Assemblée nationale et j'enseigne également à Sciences Po.
j'étais responsable de l'organisation parlementaire liée à la francophonie. Merci pour votre exposé intéressant. J'ai deux questions. La première, quelle est la valeur scientifique de ces panels? Si Boff décortique ça, je suis sûr, dans tous les sens. 800 personnes, 450 millions d'habitants de l'Union européenne, quelle est la valeur scientifique? Et évidemment, ça pose la question de la légitimité. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est pourquoi le Conseil, si j'ai bien compris, le Conseil a été associé au processus, toutes les institutions. Pourquoi, si le Conseil a été associé au processus, il bloque aujourd'hui? Est-ce que c'est lié à la conjoncture que nous connaissons en Europe, avec des réorganisations et des recompositions du rapport de force? Voilà, quelle est votre explication? Oui, deux questions importantes. Sur la question de la représentativité de ces panels, moi, en tant que citoyen, je ne suis pas un grand fan de ce type d'exercice. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, moi j'habite dans une commune de 30 000 habitants, près de Bordeaux, les élections ont été gagnées par une liste unie de la gauche et une liste citoyenne. Et ce sont des gens qui ne jurent que par la délibération. Et finalement, d'une certaine manière, ils veulent substituer à la légitimité des gens qui ont été élus celle de panels de citoyens qui sont composés de 32 copains qui pensent tous la même chose. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que d'une certaine manière, le maire, la municipalité, ils ont été élus dans le cadre d'une élection où 15 000 personnes sont allées voter et la liste qui l'a emporté a eu la majorité, une forme de légitimité. Alors que ce panel de démocratie participative très très lié à un certain nombre d'associations dans la commune est complètement biaisé. Alors, c'est pour ça qu'une des conditions, c'est d'avoir des gens qui sont tirés au sort, parce qu'avec le tirage au sort, déjà, on a une meilleure représentativité de ces panels de citoyens. Mais là, effectivement, encore, on pourrait le critiquer. Si on regarde, par exemple, les échantillons statistiques qui sont utilisés pour faire des sondages, il est clair qu'en dessous de 1000, ça ne vaut pas grand-chose. Et encore, les 1000 sont redressés. Si on ne redressait pas, il faudrait faire plutôt 3 ou 4 000. Donc non, ce n'est pas représentatif, mais le but, c'est que ça soit simplement une boîte à idées. C'est-à-dire, ça n'a pas vocation à prendre des décisions. Et l'idée, c'est simplement d'alimenter la réflexion des institutions européennes avec des points de vue qui sont autres. Et là, je trouve que l'exercice est assez réussi. Parce que tout au début, on entendait quand même à Bruxelles des gens qui disaient à juste raison, en gros, à Bruxelles, on a 60 000 fonctionnaires européens et 50 000 personnes qui travaillent dans le secteur privé, plus de 100 000 personnes qui travaillent sur les questions européennes depuis des décennies. Si ces gens-là, s'il y a des idées que ces gens-là n'ont jamais eues, c'est pas logique. Oui et non. Parce que peut-être ils sont trop le nez sur le guidon ou pris dans la machine pour voir ce que le citoyen lambda pense et identifier en termes de priorité. Parce que les socialisés dans une institution, tous ces gens-là sont des gens qui connaissent les institutions, les traités, etc. et ne s'interrogent même pas sur ce que l'Union européenne pourrait faire dans tel ou tel domaine, parce qu'ils savent par définition, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, donc ils ne se posent même pas la question. Donc je pense que c'est quand même un lieu où peuvent émerger un certain nombre d'idées, surtout si les choses sont bien faites. Et là, les choses ont été relativement bien faites, avec des préparations, avec des vidéos, avec des experts, de sorte que ça ne tourne pas au café du commerce. Sur l'attitude du Conseil, le Conseil est toujours l'institution la plus réticente en toute matière, puisque le Conseil, vraiment, sur ces questions-là, fonctionne à l'unanimité, et que cette unanimité se fait sur la base d'un plus petit dénominateur commun, et que par définition, on se contente quand rien ne se passe. Donc, quand le processus a été lancé, d'une certaine manière, c'était compliqué pour dire au Conseil on met un veto, parce que, voilà, est-ce qu'ils peuvent s'opposer par principe à la démocratie? C'est compliqué. Il y a une forme de démocratisation de l'Union européenne qui se fait depuis 40 ans, qui se fait contre le Conseil, par le fait que le Parlement européen soit sans cesse renforcé. Le Conseil n'est pas ravi, ça lui prend des pouvoirs, mais il ne peut pas aller contre toute cette réflexion sur le déficit démocratique et les moyens, les remèdes à y apporter. À partir du moment où quelqu'un avait balancé cette idée de grande conférence citoyenne, c'est excessivement compliqué de dire non, c'est pas une bonne idée. Donc eux se sont simplement ingéniés à essayer d'en limiter la portée au plus, ce qui fait que les panels de citoyens ont commencé, ont été organisés, et la conférence s'est réunie, mais 24 heures avant, il n'y a toujours pas d'accord interinstitutionnel sur qui fait quoi et comment c'est, parce que essentiellement le Conseil traînait les pieds et essayait de faire monter les enchères, à essayer d'avoir un contrôle sur cette affaire. Donc le Conseil était dans son rôle. La grande question, c'est est-ce qu'il va se faire dépasser ou pas dépasser. En 2002-2003, le Conseil s'est aussi fait dépasser par la Convention sur l'avenir de l'Union, qui avait été créée comme une espèce de lieu aussi de réflexion, et qui s'est mis en tête d'écrire une constitution alors que personne ne lui demandait ça. Et le Conseil européen était obligé de prendre en compte cette constitution parce que, d'une certaine manière, il y avait un rapport de force devant l'opinion publique qui lui était défavorable, et aussi des gens comme Giscard qui ont été très actifs pour porter ça. Bon, finalement, la constitution a échoué plus tard,
Mais c'était quand même remarquable de voir les États se faire forcer la main dans une espèce de processus qui leur a échappé. Là, d'une certaine manière, le Covid les a sauvés, parce que ça a empêché de prendre, ça a empêché la conférence de prendre toute son ampleur, puisque Emmanuel Macron tenait absolument à ce qu'elle finisse ses travaux en 12 mois, ce qui était, de l'avis général, beaucoup trop court. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et vous parliez là, je me permets de prendre la parole, de la crise du Covid. Est-ce que, justement, la crise de la Covid, et puis pour les derniers mois, l'agression menée par la Russie contre l'Ukraine ont influé sur les propositions, les suggestions? Ça, j'imagine que la réponse est positive. Oui, bien sûr. Ce serait intéressant de savoir dans quelle mesure, notamment pour la Covid, on a quand même vu des preuves de coordination au niveau des questions de santé pendant cette crise. Oui, alors, pour la guerre en Ukraine, c'est moins net, parce qu'on est en février, on est déjà à la fin de l'exercice, c'était un peu tard. Mais j'ai pas le Covid, moi j'ai un problème de reflux quand je bois de l'eau, ça va mauvaisement. Voilà, non, mais je dois le dire, parce qu'aujourd'hui, quand on se met à tousser plus de 3 fois, c'est très suspect. Alors je passe mon temps à prendre les trucs que je donnais à mes gamines quand elles étaient petites pour m'empêcher de tousser, quand je prends le train ou l'avion. Oui, la santé, ça a été important. C'est d'ailleurs la deuxième des thématiques sur 9 qui a été mise fortement en avant au moment de la conférence. Et ça a beaucoup servi aussi en tant qu'argument pour les défenseurs de la conférence, en disant voilà, il faut que l'Europe elle soit plus souple, plus adaptative, plus flexible. Regardez, on a eu cette pandémie, on n'avait strictement aucun moyen à l'échelle européenne pour la gérer. Elle a quand même été gérée. On a bricolé des dispositifs intergouvernementaux à partir de rien pour arriver à avoir cette politique d'achat des vaccins, etc. Merci beaucoup. Et donc, il est clair que ça a été une thématique très importante pour le débat de la conférence citoyenne, d'autant plus importante que là, il y avait tout à inventer, tout à proposer. Et donc, on a énormément de propositions qui portent sur ça. Et c'est là, je disais tout à l'heure que l'Union européenne est prise entre une logique fonctionnelle et une logique qui serait plus que ça. La logique fonctionnelle, c'est de dire, depuis 1950, l'intégration européenne est là pour remplir un certain nombre de fonctions, rendre des services, empêcher les États de se faire la guerre, reconstruire, réorganiser l'agriculture, gérer le commerce international, mettre des normes sur les ordinateurs, etc. Des choses qui ne font pas vraiment rêver. Et à chaque fois qu'on a essayé de demander à l'Union européenne de faire plus, d'être davantage sur des sujets qui sont près du cœur de la souveraineté, les politiques sociales, la politique monétaire, la défense, la sécurité, la police, la justice, la monnaie, c'était beaucoup plus compliqué et ça n'avançait finalement qu'en fonction des besoins. Donc on a avancé sur la monnaie parce qu'on a décidé de faire l'euro, on a avancé sur la coopération policière et en matière de justice quand on a eu la crise des réfugiés, on a avancé sur la coordination macroéconomique quand on a eu la crise financière, on a avancé sur le système bancaire aussi dans le même contexte, et là avec le Covid, on va avancer sur les questions de santé, parce qu'il y a un besoin fonctionnel que l'Union européenne s'arrange et s'équipe pour régler le problème. Ça a été réglé. Enfin, je trouve que la politique d'achat des vaccins a quand même été pas mal. Ce qui n'allait pas du tout, c'est qu'on découvre au lendemain de la pandémie que les 27 États ont chacun des standards différents de ce qui convient de faire. Ils ferment tous leurs frontières. Chacun accuse les autres d'être à la source du problème. Moi qui voyage souvent en Belgique c'était catastrophique. Ils avaient le taux d'incidence le plus fort dans le monde et les mesures les plus restrictives pour l'accès des étrangers. Donc on était totalement dans la démagogie. Il s'agissait de blâmer les gens qui viennent de l'extérieur pour la situation en Belgique, qui était le pays le plus dangereux du monde au point de vue du Covid, parce que c'est un État qui est totalement... Les Belges, non, ça parce que c'est un État qui est totalement désorganisé. Ils ont 9 ministres de la Santé, mais ça ne marche pas si bien que ça. Donc on était dans des configurations ubuesques. Et là, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un minimum d'harmonisation à l'échelle européenne pour dire en cas de pandémie, tout le monde fait ça. On utilise les mêmes standards, on utilise un système de passe unique. Moi, j'ai essayé d'aller en Espagne il y a 6 mois, mais pour remplir leur truc de passe, c'est un cauchemar. Donc là, on voit bien qu'il y aurait une vraie utilité à ce que l'Union européenne s'en mêle. Mais comme il n'y a jamais eu le besoin dans le passé, par défaut, on ne va jamais donner une compétence à l'Union européenne. Les États sont très jaloux de leurs compétences. Ils vont donner une compétence à l'Union européenne que s'ils ont vraiment le sentiment que c'est indispensable et nécessaire. Et voilà, à chaque crise, ces 15 dernières années, l'Union européenne ne s'est construite que par les crises. Donc la santé, un rôle central. L'Ukraine est arrivée un peu tard, mais il est évident qu'aujourd'hui, tout le monde à Bruxelles ne parle que de questions de défense et de sécurité, parce qu'il est absolument logique que seule l'Union européenne peut être efficace sur cette affaire. Alors il y a le temps, mais quelle est l'attitude des Américains si les Pays-Bas se font envahir demain matin, que fait M. Biden, je ne sais pas. Donc peut-être qu'il est temps que l'Union européenne s'occupe de ce genre de questions.
faudra aussi qu'elle réfléchisse sur les problèmes de l'énergie. Parce que là, on est mis un peu au pied du mur. Oui, mais là, je trouve qu'on fait parfois un mauvais procès à l'Union européenne, parce que la question de l'énergie, elle n'est pas nouvelle. Il y a déjà eu la grande crise à l'époque de 2005 avec la Géorgie, qui a bien montré les faiblesses de l'Union européenne en matière de politique énergétique. Et dans le traité de Lisbonne, on a tout un chapitre sur la sécurité des approvisionnements énergétiques. Alors personne, encore une fois, de la même manière que personne n'avait imaginé la crise des réfugiés avec 2,5 millions de Syriens qui vont défiler en Europe et mettre à mal le principe même de libre circulation. Personne n'avait imaginé qu'on entrerait en guerre avec M. Poutine et qu'il couperait le robinet du gaz. Mais il y avait déjà un certain nombre de dispositifs qui pendant 10 ans, on a quand même travaillé sur ces questions, et donc on a un peu anticipé la difficulté. Et depuis 3 mois, énormément de travail a été fait. M. Poutine a fait plus pour la politique de défense, la politique étrangère et la politique énergétique de l'Union européenne en 3 mois que les institutions de l'Union en 20 ans. Ce type est un génie. Et là, on voit que toutes sortes de barrières sont en train de tomber. Mais c'est vraiment massif. Par exemple, les Danois, à l'issue du traité de Maastricht, avaient obtenu, vous savez que la première fois, ils ont rejeté le traité, donc ils ont revoté une deuxième fois, et pour revoter, ils avaient demandé un opting out, nous ne participons pas à la politique étrangère et de sécurité commune et à la politique de défense. Donc ils n'y étaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en mars, ils ont fait un référendum tout de suite. Hop, 65% gagnés, tac, ils sont dans la politique de sécurité et de défense. Les Suédois, les Finlandais étaient attachés à leur tradition de neutralité, on ne va pas rentrer dans l'OTAN, etc., etc. Ils y sont. Les Finlandais ont 5000 km de frontières communes avec M. Poutine, ils ne sont pas rassurés. Les Allemands ont toujours dit nous, on ne va pas investir massivement dans la défense parce qu'on a un passif en la matière, et on refuse d'envoyer des armes dans un pays en guerre. Ils ont fait sauter les choses sur les deux choses. Donc les choses avancent vite. Alors elles sont complexes. Il faut acheter des armements américains. C'est ça. Oui, bah après, voilà. Après, on ne se défait pas du jour au lendemain des vieilles alliances, des vieilles perceptions. Regardez, quand vous prenez un avion à Air France, vous regardez dans le catalogue à la fin la flotte d'Air France KLM, les Hollandais n'ont toujours pas acheté un seul Airbus. Ils ont 50 ou 80 avions, ils n'ont que des Boeing. Donc il y a aussi des liens comme ça d'allégeance. Oui, mais c'est pas que dans ce domaine, c'est quand même, il se passe des choses relativement rares quand même. Oui, alors, ce qui s'est passé sur le franco-allemand, avec la crise sanitaire, là, ils sont revenus sur des règles sur lesquelles ils ne pouvaient pas revenir pour trouver un accord commun avec la France et l'ensemble des Européens. Là, ils viennent de décider 200 milliards d'investissements pour soutenir leur propre, sans aucune concertation avec personne, premièrement. Les 100 milliards, c'est pas pour soutenir une défense européenne, c'est pour soutenir la défense atlantique. Et von der Leyen et Steinmeier partent tout seuls à Kiev sans en parler à personne, surtout pas aux Français. Et c'est quand même problématique. Non, les Allemands sont en train de filer un mauvais coton. M. Scholz s'intéresse beaucoup à l'Est. Il garde, même si tout écolo qui soit, il garde quand même un lien avec les Américains. Et on peut dire qu'actuellement, le couple franco-allemand a vraiment du plomb. C'est sûr, et c'est pas du tout une bonne nouvelle. Mais je voulais dire que juste sur la question de la défense, les choses sont allées très vite parce qu'un certain nombre de barrières et de veto sont tombés très rapidement sous la pression des événements. De la même manière, après le Covid, une autre barrière est tombée, c'est la barrière de la dette. L'Union européenne a quand même emprunté 750 milliards d'euros sur le marché avec l'idée d'en donner plus de la moitié aux États qui avaient plus souffert du Covid, les donner. Donc là, on rentre dans quelque chose de fédéral. C'est l'Union européenne qui s'endette au bénéfice de ces États. Alors les gens parlaient de moment hamiltonien, c'est peut-être un peu fort. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé là, parce que ça a toujours été un tabou absolu, l'Union européenne ne fait pas de dette. Là maintenant, l'Union européenne, elle en fait. Et la prochaine étape, c'est qu'il va falloir réfléchir à comment on la rembourse. Et si on réfléchit à comment on la rembourse, on va peut-être penser à un impôt européen. Et qui dit impôt européen, dit État fédéral européen. Donc il y a quand même des choses qui sont en train de se passer. Maintenant, au niveau des détails, oui, le couple franco-allemand va mal, la situation en Italie est très préoccupante, la situation en Suède aussi, en Hongrie, en Pologne, ça ne s'arrange pas. Il y a quelques motifs d'inquiétude. Pour en revenir à l'énergie, je pense qu'on pouvait déjà avoir un regard un peu dubitatif sur la politique de Mme Merkel, qui s'était mis l'Allemagne pieds et poings liés dans les mains du camarade Poutine, ne serait-ce que par leur histoire de gazoduc. Je suis d'accord. Bon, mais là c'est deux rationalités qui s'affrontent. Oui, mais là, ils sont en difficulté. Ouais. Donc finalement, ils sont en train. Et puis ce qui diverge peut-être aussi avec la France, c'est qu'on rejoint les pays du Club Med en matière de dette en France. Ouais. Et peut-être que ça ne plaît pas du tout aux Allemands qui sont plus enclins à l'orthodoxie financière.
On est bien Ils sont d'accord. moins endettés que nous. Oui, et les partisans d'un cavalier seul, ça dépend comment on voit les choses. J'ai oublié ce que je voulais. C'est pas grave, faut jamais le dire. Ça me revient, non, l'esprit d'escalier. Oui, donc merci pour votre franc-parler. 2 questions. La première, c'est ces panels. Pouvez-vous nous expliquer plus clairement les panels où c'était totalement généraliste, c'est-à-dire que les gens avaient à traiter de toutes les affaires européennes, et ceux qui, vraisemblablement, étaient plus ciblés, c'est-à-dire à des exemple techniques ou technocratiques. Et derrière ça, il y a l'idée de comprendre, on comprend le fait d'aller vers la population, par le tirage au sort, etc. Et enfin, d'un autre côté, il y a des corps constitués intermédiaires. Et c'est quand même un peu étonnant d'entendre que, par exemple, les partis, je ne sais pas, mais les partis, les organisations syndicales, patronales, ouvrières, les groupes professionnels, qui pourtant savent se placer à Bruxelles, ne figurent pas dans le carnet de base que vous nous décrivez. Vous avez parfaitement raison. Sur la spécialisation des panels, les 4 panels avaient des thématiques qui étaient très larges, du type environnement, développement durable, etc., etc. Et il est vrai que ça partait très large. À mon sens, beaucoup trop large. Mais la décision avait été prise de faire ainsi, parce qu'au début, je me souviens, dans le débat d'experts, on avait cette volonté des institutions de donner une espèce de liste assez précise de thèmes sur lesquels les panels devraient délibérer. Et nous, en tant qu'experts, on avait dit, bah non, enfin, vous ne pouvez pas dire que ça va être un grand exercice de consultation et où les idées des citoyens monteront par capillarité et leur demander de délibérer pendant tout le temps qui leur est imparti sur les charmes du vote à la majorité qualifiée ou les détails de la comitologie. Ça n'a pas de sens. Donc le choix avait été de faire quelque chose de très ouvert, mais à mon sens, c'était qu'une première étape. Qu'une première étape peut-être pour identifier un certain nombre de thématiques qui semblent importantes aux citoyens, et ensuite avoir plus tard des panels qui sont un peu plus spécialisés, qui puissent aller un peu plus au fond des choses. Là où vous avez raison, moi je suis attaché aux institutions et aux corps intermédiaires. Dire au niveau européen, on a un Parlement européen, on a un comité des régions, on a un comité économique et social, on a des organisations de la société civile, on a des partis politiques européens, on a des partis politiques nationaux, on a des associations, on a des ONG, et tous ces gens-là sont dans un grand bain bruxellois et participent à une sorte de délibération. Simplement, ça n'est pas perçu comme tel. Les gens ramènent tout ça à une espèce de lobbying atroce, alors que c'est pas ça. C'est pas ça, et quand la Commission européenne fait des consultations, quand le Parlement européen fait des auditions publiques, on a toutes sortes de gens qui viennent s'exprimer là, et moi je trouve que c'est une illustration d'une espèce de pluralisme néocorporatiste tout à fait positif. Mais ça n'est pas perçu comme tel, et on a exactement le même problème au niveau européen qu'au niveau français. Crise de confiance dans les institutions, dans les partis politiques, dans les syndicats, même dans le tissu associatif, de sorte qu'on se retrouve avec les gilets jaunes et les gens qui veulent mettre le feu à l'Assemblée nationale. Alors quelle est la solution pour répondre à ça? C'est de dire, ok, on redonne la parole au peuple. Et donc si on ne veut pas qu'un certain nombre de leaders politiques se revendiquent comme étant les seuls représentants d'un peuple dont ils seraient les seuls à savoir ce qu'ils veulent, à savoir déjà qu'ils soient élus eux, même s'ils n'ont pas la majorité, c'est pas grave. Donc il faut que les institutions redonnent la parole au peuple. Et je suis d'accord que d'une certaine manière c'est problématique et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce que si il y a de bonnes chances qu'il ne se passe pas tant de choses que ça après la conférence sur l'avenir de l'Union, c'est parce qu'il y a des résistances des institutions. Les parlementaires européens disent on est 705 parlementaires européens, on est élus, on est légitime, on travaille, etc. À quoi on sert dans tout ça? Et du côté des ministres, c'est pareil. Ils disent, nous, on est quand même issus du gouvernement, on représente quelque chose. Et au comité des régions, et au comité économique et social, et les gens dans les organisations de la société civile, et tout ce microcosme européen de 30 ou 40 000 personnes qui passent son temps à réfléchir à l'avenir de l'Union. Je dirais simplement, là, ils sont dans un moment où ils ne peuvent pas contester la légitimité de la conférence, mais soit ils vont la combattre, soit ils vont s'en servir comme d'un marchepied. Moi, j'ai bien vu comment les partis politiques européens faisaient. Le Parti socialiste européen, une stratégie très affûtée dès le premier jour de travailler sous plusieurs angles avec l'idée qu'on va se servir de la conférence pour faire avancer notre agenda à nous et demander cette révision des traités, ce qu'a fait le Parlement européen. Le 9 mai, ils ont adopté leur résolution en disant voilà, il faut ça. On sait très bien que l'agenda du Parlement européen, c'est son agenda à lui et pas celui de la conférence. Je vous propose qu'on continue la discussion autour d'un verre dans la pièce à côté. Vous pourrez discuter, continuer. Du coup, ce sera plus enregistré.
ne peut pas tout enregistrer. Non. Les parties informelles sont faites pour être informelles. Exactement, on va quand même vraiment rentrer dans le dur de la discussion et commencer à citer les noms. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour